Cher ami, on a aujourd'hui un héritier de Thomas Sankara, je dirais. Un homme intègre, en tout cas je l'espère. Bienvenue au Cameroun, bienvenue à la conférence, à la semaine de l'architecture organisée sous le prétexte de l'AG élective de la FAFA. Bienvenue à Architalk, qui de façon exceptionnelle s'est vu attribuer l'organisation des conférences, des échanges et des débats. Et surtout, bienvenue sur ce podcast, The Sustainable Horizons. L'idée, c'est de construire les perspectives, de put the bridges. Voilà. Exceptionnellement, aujourd'hui, c'est une émission en français. Excusez-moi si j'ai un ou deux, trois mots en anglais, parce que c'est ma culture. Alors, je vais te demander de te présenter pour ceux qui ne savent pas qui tu es. Merci de me donner la parole à cette émission et à cette auguste occasion de la rencontre des architectes d'Afrique francophone, ici au Cameroun, ici au continent, où nous nous sentons tous chez nous. Ah oui, c'est ça l'idée. Oui. Je suis Léandre Guigma, architecte urbaniste, diplômé de l'EAMO, l'École africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme, au Togo, depuis 2003. J'exerce à Ouagadougou, dans un cabinet privé que j'ai cofondé avec mon épouse qui est architecte elle aussi, Agence Perspective. Et je suis également dans la formation de la relève des architectes à l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso, où je dirige le département d'architecture et d'urbanisme. Ok. Bon, je vois que tu n'as pas voulu nous dire que tu as signé tel ou tel autre projet. Je sais pas, généralement quand on est en face d'un architecte, on s'attend à ce qu'ils disent que tel bâtiment c'est moi, tel autre c'est moi. Pourquoi tant d'humilité? C'est depuis 2003, avec sans doute les stages, la sémentation. Ça veut dire que plus tard, en 2005, à te casser, tu es sur le terrain en train de faire des choses. Quelle est ta vision de la pratique? Alors nous ne faisons pas de distinction entre la pratique architecturale et la pratique urbanistique de façon globale, parce que nous influons sur le développement des villes, que ce soit au niveau d'une parcelle ou au niveau de la réflexion globale sur l'aménagement et la planification de la ville. Et donc, notre vision et notre ambition, c'est vraiment d'avoir des villes africaines qui puissent avoir une certaine touche culturelle, où les habitants puissent se reconnaître dans des villes africaines. C'est vrai qu'on est dans la promotion de la mondialisation et de la globalisation, mais on a quand même une certaine identité, voire un charme en Afrique, et on aimerait que nos villes soient le reflet de cette identité, de cette spécificité. Il ne s'agit pas de reproduire, bien sûr, une architecture du passé, mais justement de s'en inspirer pour avoir une contemporanéité ouais, qui puisse répondre aux aspirations réelles des Africains et des habitants de l'Afrique. Je comprends. Alors, dans ce sens-là, comment est-ce que tu vois cette réappropriation des savoirs endogènes, ou bien cette réappropriation des symboles? Est-ce que c'est pour l'image, pour que ça ressemble, ou bien c'est pour la forme, pour que ça fonctionne comme à cette époque-là? Je ne sais pas, quelle est l'agence perspective en plus? Quelle est la perspective que tu donnes à cette dimension-là? C'est le fond ou c'est la forme? C'est les deux, parce qu'en réalité, c'est difficile de distinguer le fond et la forme, mais il ne faudrait vraiment pas s'attarder que sur la forme, parce que la forme, c'est vraiment quelque chose de passager. Je pense que de façon beaucoup plus profonde, il faut puiser dans les éléments organisationnels de l'espace, des éléments qui puissent traduire justement cette appartenance et cette originalité. Et il n'y a rien de tel que par la formation, par la diffusion des savoirs. Les savoirs, ils existent, mais ils ne sont pas assez revisités. Nous avons quand même une
prédominance bibliographique et de références occidentales, pas assez de production, pas assez de valorisation des savoirs endogènes. Donc il y a tout un travail, et c'est pour ça que je parle de la nécessité de se retourner vers la jeunesse pour changer le regard, tout simplement pour plus documenter cette connaissance qu'on a de nos valeurs et de nos patrimoines. Encore une fois, pas seulement pour les reproduire, parce que la culture est dynamique, il ne s'agit pas de reproduire le passé, mais en prenant compte des besoins de modernité et de modernisation, de pouvoir donc s'inspirer de ces savoir-faire pour justement, et c'est là toute la créativité et toute l'ingéniosité qui est attendue des planificateurs et des concepteurs, de pouvoir donc répondre aux besoins actuels et futurs tout en gardant ce lien culturel avec nos traditions, nos savoir-faire et nos identités culturelles. Ça veut dire que d'une manière, sans plonger dans les clichés, c'est-à-dire les brands du genre architecture durable, mais c'est de la pratique durable dans un certain sens, et une durabilité qui inclut sur les 3 points la culture, parce qu'il y a généralement, quand on parle de durabilité, on parle d'économie, on parle du social, on parle aussi de l'environnemental, mais là tu viens d'intégrer le volet culturel pour grandir. Tu as aussi parlé de formation, de transmission, de partage quelque part. Moi j'aime dire qu'on est à l'ère de l'économie de la connaissance. Et j'écoute beaucoup, je ne sais pas si vous le connaissez, Idriss Abekan, qui, dans son livre Libérer le cerveau, explique bien que plus on partage, plus on gagne, contrairement au capital qui s'éparpille ou bien qui peut se réduire quand on partage, ou aux objets. Dans ce sens-là, perspective, quelles sont vos perspectives? Je vais insister sur ce mot-là parce que je le trouve très intéressant. Comme nom d'une agence, ça projette en fait. Justement, les perspectives au-delà du cabinet, je voudrais plus m'accentuer sur vous l'avez dit, sur l'aspect transmission et l'aspect formation qui va donc influer sur la nouvelle production architecturale et urbanistique de l'Afrique. Et pour moi, les perspectives, d'abord au niveau de la formation, parce qu'il faut quand même avouer que c'est un secteur en pleine ébullition, en pleine transformation dans toutes les villes, enfin la plupart des villes africaines, où on voit l'urgence et l'importance, l'intérêt de former des architectes. Ce n'était pas le cas il y a quelques décennies quand nous étions formés. Et du coup, il y a nécessité d'encadrer, d'organiser, de planifier cette formation pour la rendre plus à même à répondre à des besoins réels du continent africain. Et pour cela, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans la simplicité de reproduire des modèles, même si ils ont marché à une certaine époque, mais vu l'évolution justement des besoins et des tendances, il faille plutôt faire un bilan des formations existantes en Afrique et ailleurs, et plutôt chercher à avoir une formation encore plus adaptée. Et qui dit formation adaptée, quelques pistes seraient un peu de décloisonner cette formation d'architecte, où l'architecte est vraiment l'omniscient qui est le chef d'orchestre et qui justement se met au-dessus de la mêlée. Oui, c'est vrai qu'il a cette prérogative de bien diriger, d'orchestration, mais la nécessité justement de travailler avec et pas seulement de finir la formation avant de s'intéresser aux autres spécificités. Je parle notamment des formations qui pourraient plus être en lien avec d'autres métiers comme le paysagisme, qui ne se développe pas assez alors qu'il y a beaucoup de potentiel en Afrique. Je pense aussi à l'urbanisme, au génie civil, tous ces métiers qui existent et qui travaillent côte à côte. Il faudrait plutôt qu'on puisse travailler ensemble dans des équipes pluridisciplinaires
comme le sont les projets en réalité, des projets où plusieurs intervenants travaillent. Je pense que depuis la formation, cette approche pluridisciplinaire s'impose, tout en étant pluridisciplinaire, une note de spécificité qui est celle quand même d'avoir une architecture, je ne dirais pas identitaire, mais vous voyez bien que c'est trop facile de tomber dans la globalisation où n'importe quel bâtiment peut s'implanter n'importe où, avec bien sûr tous les coûts environnementaux, économiques que cela pose. Ouais. L'idée est ici, c'est pas une idée nouvelle, de toute façon elle est enseignée toujours, c'est vraiment de s'attacher, de s'incarner au territoire et d'avoir une approche plus territoriale, plus bioclimatique pour intégrer justement le contexte climatique, le contexte géographique, le contexte culturel, on revient sur la culture, et donc prendre tout cela en compte pour vraiment faire des édifices et des espaces qui répondent vraiment aux besoins et qui s'adaptent aux besoins à la fois climatiques et culturels des milieux dans lesquels ces projets sont implantés. Je comprends bien l'idée dont vous parlez de pluridisciplinarité dans l'approche de la formation. Comment vous mettez cela en œuvre? Je ne pense pas que les différentes filières, on va dire simplement, suivent les mêmes cours, mais peut-être des ateliers, peut-être au moment du projet, ils se rencontrent, je ne sais pas. Comment vous mettez cette approche-là dans la formation en œuvre? Effectivement, vous me direz que tous les programmes sont de toute façon suffisamment pluridisciplinaires puisque dans toute formation, on fait à la fois de l'architecture, du paysagisme, du génie civil. Ça, c'est sur la base théorique, mais je pense que de façon beaucoup plus pratique, et je pense que notre formation en architecture, qu'elle soit en Afrique ou dans le monde, devrait faire plus attention à ces aspects. C'est vraiment la partie pratique. Donc, l'idée de workshop, l'idée d'atelier, qui sont complémentaires, mais qui sont souvent mis en marge. Bien sûr, on voit plus le projet en atelier, mais que cette formation en temps réel de construction, de co-construction, de co-conception, puis de co-construction, ou de co-construction en lien avec la co-conception, parce qu'on peut également avoir des approches où la construction re-questionne la conception. Donc, dans une approche dynamique, avec justement plusieurs acteurs, on peut, à la fin du processus du workshop, avoir une œuvre qui est physique, qui est réelle, et qui puisse re-questionner effectivement tout le processus qui a conduit à cette œuvre. Et je pense que de plus en plus, ces collaborations, non seulement avec les architectes, étudiants en architecture, mais également d'autres étudiants en génie civil, même en histoire, en archéologie, en sociologie. Donc cette approche pluridisciplinaire dans la co-conception et même dans la construction, et là je pense aux artisans qui ont également des grands savoir-faire en matière de construction, je pense que tout cela valoriserait et enrichirait la formation d'architecture pour qu'elle soit elle aussi adaptée et vraiment au besoin final qui est quand même celui de laisser des traces visibles sur le Je comprends assez bien le principe, c'est-à-dire que chacun se forme, on va dire, dans son département, mais quand vient c'est pas moi, de temps en temps on crée des workshops pour mettre en musique tout ce que tout le monde a appris de façon à refléter la réalité du monde professionnel et à les apprendre à adopter des réflexes de décloisonnement. Et vous avez parlé de co-création. Et vous mettez donc, on a parlé de mise en œuvre, maintenant on parle de mise en pratique. Comment est-ce que c'est mis en pratique? Je me dirais d'emblée que on peut profiter des nouveaux outils comme le BIM par exemple. Ça ne va pas tout réaliser, mais on peut avoir des maquettes qui permettent aux gens d'apprécier leurs interventions et les échelles d'intervention. On peut avoir l'approche qui va encore plus loin, le digital twin, c'est-à-dire les jumeaux digitaux des éléments qu'on fabrique, l'impression 3D. Mais est-ce que dans votre contexte, vous avez tous ces outils et la maîtrise de ces outils pour faciliter cette collaboration-là? Parce que j'imagine bien qu'une école n'a pas le budget pour réaliser tout ce dont vous parlez là, pour que les étudiants vraiment sortent complets, ou bien ça se fait à travers des cabinets, je ne sais pas. Vous touchez effectivement du doigt des enjeux technologiques auxquels nous sommes forcément liés. Comme vous le dites, c'est assez nouveau.
que ce soit le BIM ou même la technologie 3D, l'impression 3D, ce sont des notions pour le moment qui sont données aux étudiants. Donc la maîtrise de cette technologie n'est pas encore une réalité. Mais on se donne pas, on se donne quand même la possibilité justement de rentrer dans cette technologie-là qu'on encourage à travers justement des notions qu'on inculque aux étudiants. Mais de façon plus pratique, l'idée est de créer des coopérations et j'insisterai ce ne sont pas seulement des coopérations entre écoles d'architecture et écoles de design, de paysagisme et autres, mais c'est aussi entre les écoles d'architecture entre elles, parce qu'il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres. Tout à fait. Et cette collaboration, et je pense plus à une collaboration sud-sud, à une collaboration de contexte géoclimatique similaire. Je pense à l'architecture tropicale. Et qui dit architecture tropicale, on va jusqu'en Asie, jusqu'en Australie. C'est tout l'équateur. Jusqu'en Amérique latine. Et donc, cette richesse également est à exploiter pour justement mettre ensemble les savoir-faire et les expériences. Et de façon très simple, avant d'aller à cette technologie très, très nouvelle, on a tout simplement la possibilité aujourd'hui de travailler avec une connexion à Internet, de travailler pendant des heures ensemble sur des projets, sur des thématiques. Intéressant par exemple de travailler sur les mêmes sujets dans deux territoires extrêmement éloignés et d'organiser des rencontres, des restitutions communes à travers justement le biais de l'Internet, justement pour échanger sur les interactions que ces productions ont dans les aires culturelles différents, même si c'est dans des aires géoclimatiques similaires. Et donc, je promeus vraiment cette approche à travers les visioconférences et les discussions en ligne. Mais lorsque c'est possible, c'est toujours mieux de se rencontrer. Ah, ça. Et il n'y a rien qui remplace au fait le contact humain. Et donc, voilà, je pense qu'il faut allier les deux avec les budgets disponibles et vraiment être ouvert à la technologie, comme vous le dites, même si cette technologie n'est pas accessible, et là je parle du côté financier, n'est pas tout à fait accessible, mais je pense que justement, en se mettant ensemble là aussi, au niveau des écoles et au niveau justement de la relation avec le milieu professionnel, vous avez beaucoup insisté. Effectivement, s'il y a une imprimante 3D qui existe, que justement un ensemble d'acteurs puissent bénéficier de cet outil-là pour justement expérimenter des maquettes à l'échelle nature 1 sur 1. Et c'est la même chose avec également des écoles qui seraient beaucoup plus équipées, n'est-ce pas, dans cette technologie, justement à travers les échanges d'étudiants, d'accueillir justement des étudiants pour justement bénéficier de ces savoirs technologiques aujourd'hui vers lesquels nous ne pouvons pas nous restreindre. Oui, quel est le rapport entre ce que vous décrivez et, une fois de plus, on revient au monde professionnel et les bureaux d'études, cabinets d'architecture. Je me dis, ça peut être un levier optimum pour mettre en musique ce genre de projet, parce que eux, ils sont dans le projet, eux, ils sont dans le concret. Je pense que en amenant ces étudiants au travers de l'Afrique, par exemple, à la rencontre de ces personnes, à la mise en œuvre de leurs idées, à faire des brainstorming avec des agences et des trucs comme ça, ils verront la réalité plus rapidement et ils vont s'imprégner. Peut-être même ils vont influencer les process dans les entreprises par leur curiosité. Je ne sais pas si vous avez déjà développé dans ce sens-là l'aspect formation. Parce qu'on reste beaucoup dans nos écoles. Déjà, vous allez beaucoup loin parce que vous n'êtes pas dans votre école. Dans votre école, auprès d'autres écoles locales, auprès des écoles sous-régionales, avec l'ambition d'aller auprès des écoles de toute la zone cible, qui est celle de l'Équateur, la zone tropicale et intercontinentale en plus. Mais qu'en est-il des professionnels? Pas seulement africains, puisque grâce à Internet, on peut travailler ou collaborer avec une école ou un cabinet d'architecture à Singapour, c'est la même zone. À Taïwan, c'est la même zone. Au Chili, c'est la même zone. Au Brésil, au Cameroun.
c'est un peu plus loin, mais c'est le même continent. Au Mali qui est très proche, etc., etc. Est-ce que vous envisagez cette perspective-là et comment vous la construisez ou bien vous la pensez si ce n'est pas encore mis en œuvre? Merci pour la question. Je répondrai en deux temps. D'abord, dire que le milieu professionnel, en tout cas dans notre contexte de formation actuelle, est tout à fait imbriqué dans la formation académique. Après tout, la formation d'architecte n'est pas une formation purement scientifique, c'est aussi une formation professionnelle. Et donc, la plupart des intervenants sont quand même issus du milieu professionnel. Donc, tout ce que le monde professionnel a comme à la fois force et faiblesse sont partagés avec les étudiants de leur jeune apprentissage du métier. Donc c'est vraiment pour dire que le monde professionnel est complètement associé, partie prenante de la formation. C'est d'ailleurs eux qui sont le jury, qui composent le jury, qui donc sanctionne ces formations. Alors l'idée de la collaboration encore plus dynamique avec le milieu professionnel, là j'aborde le deuxième aspect. C'est même au niveau des professionnels que nous sommes. Nous sommes quand même à ce niveau-là. Cette nécessité de collaboration doit également exister à ce niveau-là. Que les architectes de tel pays africain s'associent avec tel autre architecte d'Afrique ou d'ailleurs pour justement de la collaboration sur des projets réels. Et donc c'est dans les deux sens. Si ces dynamiques l'apprennent, je pense que tout le monde est ouvert à cela, mais la mayonnaise n'a pas encore pris. Il y a encore très peu de collaboration dans ce sens, mais je félicite l'ONAC et la FAFA justement qui permet cela. Et je pense que ce sont aussi des rencontres de ce genre qui permettent aux architectes de se frotter. Il y a eu récemment l'Union internationale des architectes qui se sont réunis à Kuala Lumpur. Tout cela, c'est bien, mais il faut que ça aboutisse à des collaborations concrètes et à des projets concrets entre vraiment des bureaux d'études. Et si cette collaboration naît, ça aura forcément une influence également sur la formation, puisque les étudiants sont en stage, ils sont en apprentissage, même après leur formation. Chez nous, c'est 2 ans de stage obligatoire avant d'être inscrit dans le tableau. Pareil, et tout le monde, voilà. Donc, tout le système, il ne faudrait pas vraiment séparer un étudiant en architecture d'un professionnel. C'est un écosystème qui fonctionne ensemble, et c'est tout l'écosystème qui va grandir. Une fois de plus, chacun, que ce soit le milieu professionnel ou le milieu académique, peut justement prendre des initiatives au service de l'un ou l'autre monde professionnel et monde académique. Vous parlez de build bridges, construire des ponts. 70% de la commande, je crois, en études architecturales est en Afrique noire précisément. Pourtant, seulement 2% de ce marché-là revient aux Africains. Donc, comment faire si on reste de petites entités enfermées, même pas parfois dans le pays tout entier, mais dans de petits territoires? Qu'est-ce que vous penserez? Il y a l'Union Afrique, c'est quoi? L'UIA. Non, ouais. L'UIA, c'est l'Union internationale des architectes. Mais il y a aussi une organisation africaine. Il y a la FAFA, oui. Pour les francophones. Est-ce qu'on ne peut pas créer, c'est-à-dire développer des lois, je vais aller un peu plus loin, qui permettent aux uns aux autres de collaborer, de travailler les uns chez les autres, avec les autres, de véritablement impulser cette interconnectivité africaine-là? Parce que je pense que pour moi, il est plus facile d'avoir un rendez-vous avec un Burkinabé à Dubaï qu'ici, au Burkina, parce que c'est plus facile de se déplacer, aller là-bas et tout. Mais les outils d'aujourd'hui nous permettent d'exploiter les compétences, même en restant dans le digital, quitte à ce qu'après on se fasse représenter pour des suivis, pour des tâches de terrain, etc. Qu'est-ce que vous penserez de cette rencontre des ordres qui ne se limite pas à poser des problèmes, mais qui va jusqu'à vraiment affecter le quotidien des architectes et créer des rencontres et des organisations inattendues? C'est vraiment une piste très intéressante de réflexion. Je voulais insister sur ce que vous dites, 75% de la commande est en Afrique, et insister également sur le travail
préparatoires ou en tout cas liminaires que font justement les écoles d'architecture. Parce que dans une formation en architecture, chaque semestre on fait un projet. Et donc quand vous comptez 5 ans et vous comptez le nombre d'étudiants, parce que souvent ils travaillent sur des projets différents, vous voyez l'immensité de la production, même si ce n'est pas une production finie, ou au moins de la réflexion qui est faite. Et cette réflexion, non seulement elle n'est pas connue, elle n'est pas partagée, elle n'est pas du tout valorisée. Même les mémoires, à la fin, ils ne sont pas diffusés. Alors que justement, quand vous parlez de 75% de la demande, il y a beaucoup de réflexions qui se font au niveau des écoles, qui pourraient être en lien justement avec cette demande, cette priorité, n'est-ce pas, des projets. Et justement, faire un lien pour que ces réflexions liminaires puissent être développées plus tard dans le cadre beaucoup plus professionnel, en lien justement avec des acteurs, un éventail d'acteurs plus grand qui ne se limite pas seulement au pays, mais comme vous le dites, sur le continent, voire sur l'intercontinent. Et pour cela, je pense qu'il faut développer des axes de diffusion des productions, des axes de rencontres, d'échanges autour des réflexions. Parce que très souvent aussi, on voit des projets, même on attend en fait le financement pour réfléchir sur le projet. Et c'est lorsque le financement est bouclé qu'on fait des réflexions hâtives et qu'on fait souvent aussi des projets qui ne sont pas aboutis. Alors que ce qui est intéressant au niveau des écoles, du potentiel des écoles, c'est que cette réflexion n'est pas liée à un quelconque financement. Elle est vraiment liée à la pertinence et à justement, on se donne justement pas de limite, donc à cette capacité de réflexion. Et ça me paraît une bonne base pour justement avoir des pistes de projets qui puissent être justement développés à l'échelle continentale, voire intercontinentale. Encore faut-il que ces projets soient connus, que ces réflexions soient diffusées, soient connues. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de cadres, d'espace, de partage de ces projets et de ces discussions. Pourtant, comme vous le dites, les moyens avec la technologie le permettent. Mais je pense une fois de plus que les nouvelles, parce qu'elles sont très nouvelles pour la plupart, les écoles d'architecture en Afrique n'ont pas encore créé ce réseau indispensable pour mettre en commun justement leur production, leur savoir-faire et justement créer ce cadre d'excellence. Ils pourraient avoir des prix. Pourquoi pas des prix à l'échelle africaine de meilleurs projets sur tel ou tel domaine. Tout cela favoriserait l'émulsion et favoriserait justement la diffusion des productions dans le milieu académique et professionnel, parce qu'on peut aussi avoir des prix au niveau professionnel qui ne soient pas forcément des prix de projets finis, mais des prix de réflexion qui encourageraient donc l'idée de mettre en place plus tard des réflexions à grande échelle. Ouais, je vous comprends bien, parce que nous avons créé avec notre agence un concours qui généralement accompagnait Architalk, qui s'appelait ArchiNow, ou dit Architecture Now, sachant que des idées vont évoluer, mais ce restera toujours d'actualité. Le but du concours, c'était de primer les meilleurs projets de fin d'études sur des thèmes spécifiques. On a fait 2 éditions, la 3e traîne, mais sans doute elle traîne parce qu'elle n'a pas rencontré des réflexions comme les vôtres. Parce que récemment même, celui qui a gagné la dernière édition, c'était un Camerounais qui a fait son projet au Burkina. Bon, il fréquentait au Mali, il a fait un projet au Burkina sur un marécage, un truc comme ça, comment réhabiliter, etc., etc. Et c'est international, c'est-à-dire qu'il a battu tout le monde. Et le jury était objectif, c'était clair, c'était mérité. La première édition, c'était un Brésilien qui a travaillé sur un projet aux Émirats. Donc je me dis qu'il faut aussi déjà ouvrir nos étudiants sur la capacité de ne pas travailler seulement dans l'environnement, parce qu'on a l'impression que les architectes made in Africa, dans le sens qu'ils ont fréquenté en Afrique, ne répondent qu'à la problématique liée à leur ville dans laquelle ils fréquentent parfois, ou leur village d'origine, s'ils sont très généreux dans leur mémoire de fin d'études, ou bien s'ils veulent inviter les chefs de village ou les maires pendant la défense des projets de fin d'études. Vous parlez de divulgation, on a Architalk, donc je nous invite l'un l'autre de faire un rapprochement pour voir comment, tout au long de l'année, permettre aux étudiants de s'exprimer, et que le fait qu'ils s'expriment encourage d'autres écoles à le faire, parce que on peut partager partout.
En même temps, vous parlez de rencontrer des professionnels à travers le monde. On a la chance d'être en contact avec la Fondation Jacques Rogéry. Pour le moment, je suis directeur du programme des ambassadeurs juniors, en étant moi-même un. On réfléchit sur la montée des eaux, sur les océans, sur Mars, même si ça fait rire certains. C'est pas forcément comme Elon Musk pour aller y vivre, mais ça permet de réfléchir dans un environnement où rien n'existe. On parlait tout à l'heure de standardisation. Quand tu es formé, on t'apprend à prescrire, surtout quand tu fais ton stage. À la fin, tu deviens l'esclave des fournisseurs parce que tu sais prescrire, mais tu ne sais pas créer de rien. Or, en travaillant sur Mars, tu crées de rien. Et quand tu reviens sur Terre avec cette façon de réfléchir-là, je pense aussi qu'il peut y avoir la mise en place d'ateliers avec cette fondation pour vos étudiants. Les ambassadeurs, je pense, ce n'est pas payant. Si c'est bien organisé, ils interviennent une ou deux fois, ils présentent leurs projets, leurs concepts. Et dans les ateliers, les étudiants développent leurs propres idées. Vous avez parlé d'un concours, je ne sais pas si vous pouvez, je ne vais pas dire parrainer, mais adouber ce type de concours, la faire porter par votre université. Je pense que ce sera mieux que par un cabinet que nous sommes. On vous accompagne, on partage les charges liées à l'organisation. C'était bénévole en plus, donc les gens étaient contents de gagner, même s'ils ne sont pas payés, parce que ça sert dans leur CV de dire que de par le monde, j'ai été le meilleur. Mais s'il y a des prix, s'il y a des moyens d'avoir des prix, encore mieux. Les prix étudiants c'est pas la chose la plus compliquée. 1000, 2000, 500, 600 euros, les gens sont contents. Ouais. Et c'est satisfaisant. Je ne sais pas si dans votre école, il y a un magazine. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Ou bien, j'ai récemment découvert un magazine qui est même édité par les Camerounais, Africa Innovation Network. Ils ont un magazine. Nous sommes à la 3e édition. Ils font le tour de l'Afrique, ils relèvent des choses, ils montrent le magazine. Peut-être leur proposer une section étudiant. Si on n'a pas la capacité de créer nous-mêmes un magazine, ça peut être compliqué. Dans laquelle, les gens vont s'exprimer, les jeunes vont s'exprimer dans cette, comme nous on dit ici, de sustainable horizons, les perspectives, comme vous avez dit. Je ne sais pas si cela fait écho à votre vision des choses. Si c'est le cas, on n'attend plus que les propositions. Tout à fait. Non, déjà, je me réjouis d'entendre toutes ces belles initiatives que je ne savais pas. Vous voyez, on est tous cloisonnés. On est cloisonnés dans son écosystème. Voilà, dans nos territoires nationaux avec des frontières qui datent d'il y a longtemps. Très, très pas nationales. N'est-ce pas? Alors, oui, c'est très, très intéressant et très encourageant d'entendre toutes ces initiatives auxquelles nous sommes tout à fait favorables à la collaboration. On a également pensé à des magazines. Chez nous, on n'en a pas encore fait. Avec l'Ordre, oui. L'Ordre fait un certain nombre de magazines, mais il n'y a pas encore une page étudiant ou une section étudiant. On pourrait justement avoir une négociation avec l'Ordre. Mais au-delà de l'Ordre, parce que ça, c'est lu vraiment sur les territoires nationaux, c'est de vraiment imaginer quelque chose qui peut être diffusé dans un espace géographique plus grand. Ce magazine-là, il est à travers toute l'Afrique, je pense. C'est encore parce qu'il couvre tous les pays francophones, anglophones, maghrébins, partout. Donc vraiment, pour nous résumer, il y a énormément d'initiatives, on le sent, mais il n'y a pas assez de collaboration ou assez d'informations sur ces initiatives. Et je pense que le fait qu'il y ait ces initiatives, c'est déjà une très bonne chose et que ça va donner le ton à justement faire ensemble des choses plus grandes. C'est vrai que nous, on aurait pu se concentrer sur notre cabinet Chorus Architecture, peut-être. Mais on a pensé qu'en créant des Architalks, c'est la 8e édition, et avec des plateformes comme celle-ci, on permet aux uns aux autres de savoir ce que les gens font. Et de s'y intéresser, et peut-être de se rapprocher, de collaborer, d'échanger. Par exemple, je posais une question, il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées par l'enseignement. Comment faire pour enseigner chez vous, par exemple, aussi simplement que ça? Est-ce qu'il y a des cours en ligne? Est-ce que les professeurs peuvent, connaissant le contexte budgétaire, on ne va pas demander à une école de faire voyager des experts et tout, mais il peut y avoir des conférences en ligne avec des per diem relatifs pour des personnes passionnées. Est-ce qu'il y a des méthodologies? Comment on s'approche de vous? Comment ça se passe? Bien sûr, il y en a, et je vous encourage vraiment à développer des collaborations, à vous approcher pour voir dans quelle mesure on peut justement permettre cela. Parce qu'effectivement, il y a des cours qui peuvent se faire en ligne. Je ne parle pas
de tous les ateliers d'architecture, mais effectivement, il y a un certain nombre de cours théoriques dont la dimension théorique permet à ce qu'on puisse faire intervenir des architectes ou en tout cas des personnes de par leur position géographique qui puissent partager leur connaissance sur le sujet, et nous sommes vraiment très très favorables à cela. Et je pense que toutes les écoles d'ailleurs d'architecture, et ce n'est pas une spécificité en Afrique, je sais justement que l'Occident, eux aussi, ils sont très favorables à entendre nos connaissances de notre patrimoine et de notre savoir-faire en Afrique, et ils nous sollicitent pour cela. Je vois également la diversité au fait des architectures et des très belles choses que les confrères font dans des zones géographiques différentes. On ne peut pas réunir tout le monde ensemble tout le temps, et vraiment l'Internet nous donne l'occasion effectivement de pouvoir bénéficier de ces échanges. Le prix Fitzker Kéré lui-même, il n'est pas résident à Ouagadougou, donc des fois on ne peut que échanger avec lui que par ces moyens-là. Et je sais combien lui-même donne des conférences partout dans le monde, pas seulement en présentiel. Donc c'est vraiment un outil à exploiter pour assurer en tout cas une plus grande gamme de connaissances et de variétés à nos étudiants. Nous qui sommes d'une autre génération, on n'a pas bénéficié de ces avantages-là. Donc, il veut dire lui, hein, pas moi. Oui, mais je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, il y a 20, 30 ans, on n'avait pas ces outils aussi développés. Mais aujourd'hui, il ne faut vraiment pas priver nos jeunes confrères et consoeurs de ces moyens-là. Et d'ailleurs, il y a de très belles initiatives venant d'eux, parce qu'il y a des étudiants qui s'organisent justement pour solliciter des architectes ou des conférenciers qui ne sont pas dans leur territoire géographique, et ils acceptent sans hésiter. Donc c'est pour dire que de façon générale, les architectes sont plutôt favorables à ces partages-là, et que nous, en tant qu'encadreurs ou formateurs, nous ne pouvons qu'accompagner et encourager. Ok. En tout cas, on voit que vous êtes passionné par la question de la formation et que vous y réfléchissez au-delà du train-train quotidien, c'est-à-dire la répétition des cours, etc. Je pense qu'on va vers une Afrique vraiment décomplexée déjà, vers une Afrique qui propose des solutions. Je ne sais pas si vous avez la même, une fois de plus, perspective que moi sur cette question, mais depuis le coronavirus, j'ai l'impression que les leaders du monde en architecture, c'est l'Afrique. Pas par les actions, mais par le potentiel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que les anciennes villes, celles qui étaient des références, ont échoué. Les gens étaient enfermés. Et quand ils étaient enfermés, la ville se portait mieux sur le point de vue de l'écosystème, la qualité de l'air, les animaux qui gambardaient parfois un peu de partout. Mais les hommes étaient en souffrance parce qu'ils étaient enfermés psychologiquement, stressés. Il y a eu des suicides même parfois. Mais quand on revenait en Afrique, on a parlé d'une hécatombe potentielle, qu'on ramasserait les gens à l'appel. C'était pas le cas. Pas parce que on a respecté les consignes, loin de là. Pas parce qu'on a des meilleures statistiques. Je ne suis pas sûr qu'on maîtrise vraiment ce qui s'est passé. Mais on peut constater que la vie en communauté, la résilience, l'informel a permis aux uns aux autres de survivre. De nos jours, quand tu vas dans un hôpital, je ne sais pas si c'est déjà normé, mais ici, il y a ce qu'on appelle les gardes malades. Ce n'est pas le personnel soignant, c'est les familles. Aucun moyen de les virer de là, même quand le patient a coronavirus. Donc, je me dis que si on réussit à contextualiser ou bien à formuler, mais pas à formaliser, hein, parce que si on en fait un standard, ça va échouer toujours. L'Afrique pourra proposer au monde une nouvelle façon de vivre, parce que nous, on est dans la construction, pas dans la restauration. Je ne sais pas si vous avez cette même perspective-là pour qu'on sorte avec un message au-delà des challenges, quoi. Vraiment, je partage tout à fait ce point de vue et cette perspective. Je reconnais avec vous que coronavirus, au-delà bien sûr des côtés négatifs, hein, qu'on pleure tous, parce qu'il y a quand même eu des victimes, elle a quand même révélé une forme de résilience qui n'était pas forcément visible, hein, de l'Afrique en général.
Et de cette manière de vouloir tout standardiser, planifier, organiser les choses à la manière occidentale. Et nous avons vu qu'il y a d'autres repères, d'autres réflexes, d'autres manières de faire qui peuvent marcher. Et vous en parlez, hein, vous parlez des gardes malades, mais il y en a beaucoup. Il y a une forme de solidarité. Moi, j'ai par exemple travaillé dans les quartiers informels, qu'on appelle informels, mais qui sont des quartiers tout à fait populaires, où il y a forcément de la promiscuité, où c'est impossible de faire du confinement parce qu'on vit ensemble, mais où il n'y a pas eu toutes ces pronostics catastrophiques qu'on imaginait. Donc c'est pour dire qu'il y a eu d'autres formes de résilience et d'adaptation qu'il faut justement documenter. Et c'est là que c'est intéressant, comme vous dites, pas formaliser, mais au moins documenter, conceptualiser, pour pouvoir aussi, en tant qu'architecte, essayer de créer des espaces avec ces ressorts-là, pas forcément pour les reproduire, mais comme je le dis, pour s'en inspirer et avoir justement des offres différentes, des offres un peu plus incarnées, un peu plus personnalisées au fait des espaces à produire en Afrique. Et je pense que, en tout cas, tous les architectes que nous sommes, on est quand même sur le territoire, on est sensible à cela. On est souvent victime de nos formations et de nos références qui sont très occidentales. On n'a pas assez de documentation justement sur ces savoir-faire, sur ces pratiques locales, même si elles sont à côté de nous. Moi, je connais des confrères ou même des citadins qui vont jamais dans ces quartiers. Donc, il y a quand même la nécessité de reconnecter, parce qu'on nous a toujours dit que c'était une image négative, une image plutôt même à détruire. Pour les urbanistes, c'est ce qu'on ne souhaite pas. On ne voit pas souvent les côtés, les potentialités que cela peut apporter, pas pour dire que c'est bien, mais apporter à la réflexion pour mieux adapter les pratiques. Je pense que c'est ce lien qu'il faut faire en ne disant pas c'est rouge, c'est noir ou blanc, ne pas avoir cette vision binaire, mais rechercher en toute chose les éléments, les forces, les potentialités, tout comme les contraintes, et essayer de puiser dans les potentialités de quoi réfléchir, de quoi re-questionner et de quoi produire du nouveau. Je pense qu'en Afrique, on est justement dans cette dynamique aujourd'hui de ne plus reproduire des modèles, mais vraiment de réfléchir à de nouveaux modèles, à de nouvelles pratiques, à de nouvelles façons d'organiser l'espace qui offrent du bien-être à nos concitoyens. Et cette réflexion, elle est permanente, elle n'est pas du tout... Justement, il n'y a pas de modèle à suivre, il est à reconstruire, il est à réinventer. Mais selon moi, en regardant quand même un certain nombre de pratiques qu'on nous a toujours qualifiées soit d'informelles ou de négatives, mais qui, à bien regarder, ont certaines valeurs qui puissent nous aider à mieux projeter notre avenir. Ok, on conclut généralement avec un mot de la fin. Déjà, merci de vous être prêté au jeu, participer à l'échange. Je pense que je n'ai pas besoin de vous poser la question si vous voulez rejoindre notre communauté, ou chaque fois que quelqu'un passe dans le podcast, après on le met dans la communauté pour discuter avec les autres, pour voir comment mettre en œuvre ce dont on parle, pour qu'il soit connu des autres, pour connaître les autres, et progressivement grandir vers ce que nous on envisage, parce que notre cabinet, nous on l'a créé avec pour objectif d'atteindre l'antifragilité que prêche Taleb, c'est-à-dire que de créer des écosystèmes qui ne font pas que résister au choc, mais qui se bonifient. Quand il y a des crises, en parlant par exemple des changements climatiques, est-ce que c'est possible un jour d'avoir une architecture que quand il y a une inondation, ça réagit, ça se comporte mieux que s'il n'y avait rien en fait, sachant qu'avant c'était déjà bien. Donc c'est peut-être une utopie, mais en allant dans ce sens-là, on pense qu'on va réfléchir un peu de manière plus ouverte, de manière décomplexée. Déjà, je ne sais pas si par votre voix, vous pouvez parler des initiatives de ce que vous avez vu ici, à vos confrères, à votre consoeur et épouse. Je partage cette même réalité-là. Donc, mon épouse
est cofondatrice de l'agence avec moi. Elle aurait pu être à ma place aujourd'hui. Donc, quelle est votre conclusion et quelle perspective, une fois de plus? Parce que vous avez décidé de baptiser votre cabinet comme ça, c'est que vous êtes constamment dans la projection. Le mot de la fin. Un grand merci déjà à vous de m'avoir invité, de m'avoir permis de partager un certain nombre de ce que je pense et de ce que je fais à un auditoire plus grand. Oui, vous avez raison, nos faiblesses et nos contraintes peuvent être transformées en énormes opportunités. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses et ne pas forcément passer le temps à combattre, à lutter, à se dire que ça ne va pas, avoir ce regard pessimiste-là, mais plutôt avoir un regard plutôt optimiste et de toujours chercher à transformer les contraintes en opportunités, à bien les connaître d'abord et à bien les observer et surtout à être dans la dynamique de transformation, de réflexion et de conception d'espaces meilleurs. Parce que tout ce qu'on fait, c'est quand même pour le bien-être, le mieux-être de nos concitoyens. Et donc, cette perspective qui n'est pas finie, malheureusement, doit toujours se bonifier et s'améliorer de jour en jour. Mais nous sommes quand même conscients que le peu que nous faisons améliore, même si ce n'est pas l'objectif final. Et je pense que c'est pas à pas, petit à petit, qu'on va tendre ensemble vers cette amélioration de nos cadres de vie. Et tant que l'objectif, tant que l'horizon est positif, nous allons toujours progressivement l'atteindre et faire bénéficier à nos concitoyens de nos réflexions et de nos actions pour leur bien-être et pour notre bien-être à nous, mais aussi à toute la planète, parce que je pense aux générations futures à qui nous devons également léguer une planète viable. Ok. Alors, tu es au continent aujourd'hui. Avec plaisir. Comment tu te sens ici? Vraiment, on se sent... Moi, il y a quelqu'un qui m'a pris pour un Camerounais, j'étais tellement content. J'aimerais vraiment qu'on ne me considère pas comme un étranger ici. Et non. Moi, je suis très content justement je me sens bien, je me confonds à tout le monde et je me sens vraiment chez moi ici. Et ça, c'est quand même une force de ce pays-là, d'avoir justement cette plusieurs cultures ensemble, se vivre ensemble, qui se manifeste et qui se voit et qui se vit. Et ça, c'est une grande richesse qu'il faut justement sauvegarder, qu'il faut justement s'approprier pour justement faire en sorte que ce soit comme ça dans tout le continent. Voilà, qu'on oublie nos spécificités ethniques et autres, parce que déjà nous formons des nations, c'est un côté de la colonisation qui peut être, on peut pas dire bien, mais en tout cas le fait d'avoir réuni plusieurs cultures ensemble, ça peut être une force qui peut être généralisée à l'ensemble du continent pour que nous puissions vraiment bâtir une vision commune malgré nos réalités culturelles spécifiques différentes, qu'on puisse réfléchir nation, qu'on puisse réfléchir continent. Personnellement, je pense même l'ethnicité, c'est-à-dire le fait de s'être ancré dans nos tribus et tout ça, naît de l'ethnologie. Avant, ces sciences-là qui étaient là pour décrire, spécifier, et parfois, on dit que tout projet est bien dans ses objectifs. Si un ethnologue descend dans un village, c'est pour rédiger quelque chose qui sera propre à ce village-là. Et en le faisant, il ignore tout ce qui connecte ce village à tout son écosystème, parce que ce village existe dans un écosystème un peu plus grand que celui-là. Donc, je ne sais pas si l'ethnologie peut devenir panafricaine, mais tu viens du pays de Thomas Sankara, je ne sais pas s'il y a plus illustre que lui, Lumumba et peut-être les Oumniobé, mais et actuellement il y a des choses qui se passent de ce côté-là. Généralement il y a une autre géopolitique ici, mais je ne veux pas t'embarrasser, je ne veux pas te demander ce que tu en penses et tout, mais que ce soit bien ou mauvais, ça part de la perspective, de la volonté on parle d'impérialisme, en fait, de s'ancrer dans son identité et de s'autodéterminer, aussi simple que ça. Maintenant, les méthodes peuvent être appréciées ou pas. Moi, je suis de ceux qui apprécient, mais peut-être parce que je suis loin et peut-être parce que mon contexte est pesant. Mais je te remercie d'être venu.
mes amitiés. Et puis, j'espère que Perspective nous augure de grandes perspectives. Merci. Amitié partagée et que les perspectives soient encore meilleures. D'accord. Be yourself.